L'idée des swing points n'est pas un concept créé par ICT. D'autres grands traders avaient démontré cette idéologie bien avant. Dans les années 1990, Linda Rushkey observe que ces traders de breakouts se font piéger par les fausses classiques qu'elle va nommer Tettle Soup. Donc, à ce moment-là, maintenant, naît le concept des Tettle Soup. ICT n'a pas inventé le marché. Dans ces cours, on va comprendre les concepts, leur vraie origine et comment les utiliser intelligemment. On va surtout revenir sur les erreurs courantes des nouveaux traders SMC ICT. Parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à faire la différence entre SMC et ICT. Le premier concept ICT, c'est le concept des swing points. On va alors parler des swing high et des swing low, les deux approches qui illustrent les swing points. L'idée est très simple. Pour savoir si on a un swing point, commençons avec les swing high. Là, il va tout simplement falloir, selon ICT, prendre 3 bougies. Et puis, vous regardez les sommets de la première bougie et les sommets de la troisième bougie. Si ces deux sommets sont inférieurs au sommet de la bougie du milieu, là, on a un swing high. Par exemple, ici, regardez très bien qu'avec la première bougie haussière que nous avons ici, son sommet qui est là, et la troisième bougie, son sommet qui est là, ces deux sommets sont plus bas que les sommets de la bougie du milieu. Là, potentiellement, on a un marché qui va inverser à la baisse puisqu'on a un swing high qui se crée. C'est ça l'idée. Et l'idée derrière les swing low, c'est tout simplement lorsque la bougie à gauche et la bougie à droite, l'air bas ou bien l'air crée sont supérieurs à ces crés de la bougie du milieu. Donc, si on a cette bougie ici, on a son cré ou bien son pli bas qui est plus bas que le bas de la bougie à gauche. Et si on prend la troisième bougie, on remarque que le plus bas de la troisième bougie est plus haut que le bas de la bougie du milieu, ou tout simplement le bas de la bougie du milieu est plus bas que le bas de la bougie à droite. Là, on a un swing low. Donc, prenons l'exemple sur ce sommet qui est là. On va prendre 3 bougies. La première bougie, qui est cette bougie bleue, la deuxième bougie et la troisième bougie. Les sommets de la première bougie et les sommets de la troisième bougie sont inférieurs au sommet du milieu. À ce moment-là, selon ICT, nous avons ce que nous allons appeler un swing high. Même chose ici, on avait un swing high, 1, 2, 3. Les sommets de la première bougie et les sommets de la troisième bougie sont plus bas et c'est à ce moment-là qu'on a la formation du swing high. Prenons l'exemple sur les lots. Si on prend cette bougie, comme la première bougie, la deuxième bougie et la troisième bougie ici, vous allez remarquer que ces 4 figures n'ont pas vraiment respecté l'idéologie. Dans ce cas, on va partir sur cette bougie ici comme étant la première bougie. Cette bougie du milieu qui est là. Donc ici, on a la bougie in, qui est cette bougie bleue, cette petite bougie bleue. La deuxième et la troisième qui est là. Leur mèche inférieure est strictement supérieure à la mèche de la bougie du milieu. Et à ce moment-là, on va conclure que voilà, c'est un swing point ou c'est un swing low. Donc ici, on avait le swing low sur ce niveau-là. De la même façon, on avait un swing low ici. Et si on considère la bougie à gauche et la bougie à droite, on voit très bien que parmi ces 3 bougies, les plus bas se trouvent sur cette bougie du milieu. Les swing points, ça va être des niveaux très pertinents qui vont nous aider plus tard à bien comprendre le fonctionnement de la structure du marché et le fonctionnement de la liquidité, qui sont des concepts que nous allons aborder très bientôt. Mais il est important de mettre un accent sur le fait que d'autres traders étaient arrivés à la même conclusion bien avant ICT. Et il y en a deux qui me viennent directement en tête et qui avaient parlé de ces mêmes concepts sous des idéologies différentes, dont la première, c'est Landry's Pivots, qui est exactement la même idée que les swing points, selon ICT. Mais aussi, on a une autre idéologie qui est Williams Fractal, développée vers les années 90. Et c'est une façon de définir les sommets et les crêts, comme on l'a vu avec les swing points. Sauf qu'à ce niveau ici, il y a une petite différence. Et nous n'allons pas tarder à mettre cela en évidence. Alors, comme je le disais tantôt, Landry's Pivots, cette idéologie fonctionne comme les swing points ou les swing high et swing low. En gros, il y a 3 bougies
Et l'idée, c'est de savoir, OK, à partir de ces 3 bougies, est-ce que je peux déterminer un pli haut grâce à la condition qui est la première bougie et la troisième bougie pour les cas d'un swing high, est-ce que leurs sommets sont inférieurs au sommet de la bougie du milieu tout simplement. Et si c'est un swing low, la question c'est de savoir est-ce que la bougie à gauche et la bougie à droite, leur mèche inférieure ou bien leur ombre inférieure ou bien leur pli bas sont plus hauts que les plis bas de la bougie du milieu. Et à ce moment-là, on a des high low et à ce niveau, on a donc les swing low. Ça, c'est la même conclusion qu'avait Dave Landry avec son idéologie derrière Landry's Pivot. Il est abouti à la même conclusion bien avant ICT. Rebondissons directement à l'idéologie des William Fractals. Lui, au lieu de prendre 3 bougies, il va prendre 5 bougies. Et l'idée, c'est de savoir, dans ces 5 bougies ici, quel est le plus haut ou bien où est le plus bas. Cela renforce d'ailleurs l'idée derrière les swing low et les swing high qui sont très pertinents. Car comme vous l'avez sûrement compris, dans la première idéologie qui est les swing points avec ICT et Dave Landry, on a fait référence à une suite de 3 bougies. Et parfois, cela peut nous pousser à avoir des swing points qui ne sont pas vraiment solides. Et nous allons voir ça sur les graphiques de l'euro-dollar. Ici, par exemple, vous comprenez que avec l'idéologie ICT qui est pareille pour Landry's Pivot, nous avons ces niveaux ici qui pour E est un swing point. Ces niveaux-là, par exemple, où on prendrait ces 3 bougies, que vous avez un swing high à ce niveau-là, 1, 2, 3 bougies, et on voit bel et bien que la mèche de la première bougie qui est là, et la mèche de la troisième bougie était plus bas que la mèche de la bougie du milieu. Donc, la mèche de la bougie du milieu constituait un sommet qui est plus haut que les 2 autres bougies à gauche et à droite. Donc là, on avait, selon ICT, un swing point. Mais comparé au swing point, selon Williams, là, on va voir que cette idéologie, l'idéologie de Williams, nous permet d'avoir des swing points assez intéressants. L'idée, c'est de savoir laquelle de ces 5 bougies constitue les sommets les plus hauts. Et on voit très bien que à partir d'ici, on a donc un swing point. Même chose ici, on avait un swing point assez intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, il était acceptable d'avoir aussi un swing high ici, selon ICT. Donc, on remarque très bien que si on aborde les swing points avec la conception des 5 bougies, on a appliqué un filtre assez important sur les sommets et les crêts que nous allons considérer. Et c'est très important car, comme on le dit toujours, plus un niveau est assez important, plus il va produire un effet assez important. Et surtout, dans la mise en place d'une tendance, on voudrait à ce que les swing high ou bien les swing low soient constitués par plusieurs bougies pour que nous puissions avoir l'assurance que c'est solide. Par exemple, ici, on avait un swing low très pertinent. Donc, la seule différence est que ICT, Landry's Pivot, considère 3 bougies pour déterminer les swing points, mais Williams, lui, considère 5 bougies. En théorie, comme on a pu le constater, l'idée des swing points n'est pas un concept créé par ICT. D'autres grands traders avaient démontré cette idéologie bien avant. Le deuxième concept est le plus important de tous les concepts ICT qui va nous permettre même de poser des fondations pour tous les restes des concepts que nous allons développer plus tard. C'est le concept de buy-side liquidity ou bien sell-side liquidity. Alors commençons avec le buy-side liquidity. Le buy-side liquidity, c'est tout simplement les ordres qui sont au-dessus des sommets ou bien des hauts. Selon ICT, il peut y avoir des stop-loss des traders qui ont vendu, qui sont sur les swing high, et il peut y avoir des buy-stop
des acheteur qui sont sur les swing high. En gros, les traders qui tradent les breakouts. Ça veut dire que lorsqu'on casse ces niveaux importants, il va pouvoir entrer directement en position. Ce sont des niveaux de manipulation selon lui. Et nous parlerons de ça plus en profondeur lorsque nous allons parler du concept d'order block. En gros, les buy-side liquidity, c'est une zone d'intérêt pour les institutions qui veulent vendre et ils vont s'assurer de manipuler les retail traders afin de les inciter à placer le plus d'ordres sur ces niveaux-là afin qu'ils puissent récupérer de la liquidité. Parce qu'on est en train de parler des buy-side et sell-side liquidity. On parlera de la liquidité beaucoup plus en profondeur dans les prochains chapitres. Un exemple simple avec des bougies. Lorsque nous avons ces swing high qui est là, les traders qui ont vendu à la clôture de cette bougie vont avoir tendance à placer leur stop loss sur les swing high ici. Donc, si à la clôture de cette bougie, un trader a placé sa position vendeuse, son stop loss va naturellement être placé sur ces niveaux-là. C'est la même chose pour cet exemple ici. En gros, ici, on n'avait pas de confirmation avant le temps. Dès qu'on a la confirmation, il sera plus certain de placer les stop loss ici. Et alors, le plus de traders il y a sur les marchés, le plus d'ordres il y aura sur les swing points. Et pour les swing high, on va donc parler des buy-side liquidity. Et sur ces niveaux, donc, on a les stop loss de toutes les personnes qui ont vendu et qui espèrent que les marchés puissent aller dans leur direction. On comprendra plus tard comment fonctionnent ces concepts et on essaiera de voir quelques exemples sur les marchés lorsqu'on parlera du concept d'order block. Pour les cas du sell-side liquidity, c'est simplement des swing low. Et les swing low regroupent tous les stop loss des acheteurs. En gros, tous ceux-là qui ont acheté, généralement, ils vont avoir leurs stop loss qui sont sur les swing low. Et ceux-là qui tradent le breakout, ils vont avoir leurs sell stop qui sont sur les swing low. Donc, les vendeurs qui se disent que, OK, si jamais on casse ces bas qui est là, moi, je vais directement entrer en position. Donc, ils vont mettre leur sell stop là-bas et selon ICT, on va aller déclencher ce sell stop et partir dans la direction inverse. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme-là, pas de panique, on va parler de tout ça dans les prochains chapitres. En gros, les sell-side liquidity, c'est tout simplement une zone d'intérêt pour les institutions qui veulent acheter. Et ils vont mettre en place un mécanisme de manipulation afin d'inciter les traders à placer le plus de positions là-bas pour qu'ils puissent venir par la suite prendre leur stop loss et après partir maintenant dans la direction opposée. Pour illustrer cela avec des bougies, vous allez comprendre simplement que sur ces bas ici, il va y avoir des stop loss de toutes les personnes qui ont cherché à acheter à la clôture de ces bougies. Là. Et où est-ce qu'ils pourraient mettre des stop loss si ce n'est sur ces criques-là. Même pour toutes les personnes qui ont acheté à ce niveau ici, leur stop loss se trouve sur les swing low. Et les swing low, selon ICT, ce sont des niveaux importants sur lesquels reposent les plus d'ordres possibles. Et ICT considère que ces stop loss, c'est de la liquidité pour les composite man, en gros pour les institutions. L'autre point important, c'est tout simplement de comprendre que les traders qui tradent les breakouts vont aussi se faire trap à ce niveau ici, dans le sens où c'est là qu'ils se disent que si jamais les marchés cassent ces lots qui est là, moi je vais entrer en vente. Ils vont donc placer leur stop ici et ils attendront bien évidemment que les marchés viennent casser ce niveau et ils vont entrer directement en position. De la même façon, sur les swing high ou les buy-side liquidity, on va avoir les breakout traders qui vont placer leur buy stop là-bas et qui attendront bien évidemment que potentiellement les marchés viennent casser les sommets afin qu'ils puissent entrer en position. Une fois de plus, nous comprenons que les swing points, ce sont des niveaux très intéressants sur lesquels va se fonder les restes des concepts que nous allons développer, bien que certains auront plus d'importance que d'autres.
Passons maintenant au concept d'order block. Alors, un order block est une zone de prix où les institutions ont placé leurs ordres importants avant de faire bouger les marchés dans une direction donnée. On va distinguer deux types d'order block, notamment les bearish order block et les bullish order block. Commençons avec le bearish order block, qui est tout simplement une zone formée par la dernière bougie qui a pris un buy-side liquidity et qui a occasionné une cassure de la structure à la hausse. Pour illustrer cela, on voit très bien qu'on avait un swing high à ce niveau ici qui est une buy-side liquidity et on a cette grosse bougie bleue qui vient donc casser ou prendre la liquidité qui est sur ces swing high, donc les buy side liquidity. Et après, on a maintenant un marché qui va inverser à la baisse tout en venant casser l'ancienne structure qui se trouve quelque part ici. Selon ICT, l'order block, c'est donc cette bougie ici. Lui, il considère que l'order block, c'est à partir de l'ouverture de cette bougie qui est venue prendre la liquidité sur ces buy-side liquidity et après, on va maintenant inverser à la baisse. Et à ce niveau ici, on a donc ce qu'on va appeler les bearish order block parce que du moment qu'on a les buy-side liquidity qui a été récupéré et les marchés qui cassent la tendance en venant faire les BOS de ces niveaux de structure avec ces swings bloqués ici, on a donc un niveau d'intérêt là où on va chercher des opportunités de vente. Donc ici, on avait un order block et ICT suggère que le prix va revenir dans l'order block, réagir là-bas avant de partir à la baisse. Je vous suggère une autre vision qui est la vision que j'utilise personnellement et qui est plus efficace. C'est que ce n'est pas très suffisant généralement de ne prendre en compte que l'order block. Il est préférable, selon moi, de prendre en compte également la bougie à partir de laquelle on a formé les swing points. Donc, cette bougie ici, on avait un swing high ici, une bougie à gauche, une bougie à droite. Les sommets de cette bougie étaient plus hauts que les deux bougies à gauche et à droite. Et donc, on avait un swing high là-bas. Il est donc préférable de prendre en compte également les swing high qui s'est créé par la suite. Donc, on va prendre en considération ces deux bougies. Il y a des fois où ça peut être une seule bougie qui fait les deux. Ça veut dire la bougie qui a pris les buy side liquidity. C'est en même temps un swing high. Là, à ce moment, vous allez donc avoir votre zone qui est tracée avec cette même bougie. Mais on verra d'autres cas de figure beaucoup plus en détail sur les graphiques pour illustrer ces concepts. Après les bearish order block, on a aussi les bullish order block qui est tout simplement l'opposé de la précédente idéologie. Donc ici, on a une zone formée par la dernière bougie qui a pris les sell side liquidity, donc les swing low, et qui a occasionné une cassure de la structure à la hausse. Pour illustrer cela, on a donc cette grosse bougie baissière qui vient casser ces swing low et donc prendre la liquidité qui est sur ces sell side liquidity. Et comme on l'a dit précédemment, selon ICT, l'order block, c'est à partir de l'ouverture de cette bougie qui a clean cette liquidité qui est là. Et selon lui, les marchés vont par la suite revenir sur l'order block avant de partir dans la direction opposée. Mais comme on l'a vu précédemment, selon moi, il est préférable de prendre en considération toute la bougie, pas seulement l'ouverture, donc toute la bougie comme ça, et vous vous assurez que vous incluez aussi la bougie qui a permis de créer les swings. Donc cette bougie bleue qui est là. Et à ce niveau, on a notre order block et il y a des chances que les marchés reviennent dans l'order block avant de continuer à la hausse. Un point important que je n'ai pas signalé pratiquement, c'est que l'order block va être valide surtout lorsque, après sa création, les marchés a cassé la structure à ce niveau-là, comme on l'a vu sur les bearish order block. Voyons maintenant quelques exemples sur les graphiques de l'euro-dollar pour illustrer ces concepts d'order block. Donc, si on regarde les graphiques de l'euro-dollar, on va voir très bien ici qu'on avait
un swing low ici, donc un sell side liquidity. Et là, on a la bougie qui a pris la liquidité qui se trouve sur ces swing low. Et après, on a un marché qui a break la structure à la hausse à partir de ces nouveaux swing high qui se trouvent ici. Donc ici, on a un marché qui vient prendre le sell side liquidity dans les prix, qui a récupéré les sell side liquidity et qui a conduit à une cassure de la structure, de l'ancienne structure pour être plus précis. Et comment on va tracer l'order block? On va à la base prendre l'ouverture de la bougie qui avait break ou qui avait pris la liquidité du sell side liquidity. Et on voit très bien que les marchés étaient venus réagir dans l'order block une fois ici, une deuxième fois là-bas, avant d'impulser à la hausse. Moi, je suggère de prendre en compte toute la bougie, pas seulement l'ouverture, mais également la bougie à partir de laquelle on avait formé les swing low avant d'impulser à la hausse. Qu'on avait le swing low qui était ici. On a même vu ces cas de figure dans la partie sur les swing points. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un marché qui, après avoir tapé sur l'order block, impulsé à la hausse et nous donné cette opportunité qui aurait pu être exploitable ici. Et ce n'était pas fini, on a même réagi une troisième fois dans la zone avant de produire ce mouvement aussi. On va voir que c'est les mêmes cas de figure sur ces niveaux-là. Donc, on avait ce swing high qui est là, qui est un buy side liquidity. On avait aussi cet autre buy side liquidity. Et il était acceptable de dire que, voilà, on va prendre en considération la bougie qui a récupéré ces buy side liquidity ou ces buy side liquidity. Et on voit bien que c'est la même bougie. Donc, pour commencer, on avait l'order block à partir de l'ouverture de cette grosse bougie haussière jusqu'à la fin qui était notre order block. Donc, on avait l'order block qui pour nous aurait été toute cette zone ici. Et là, on a un marché qui vient réagir dans l'order block une fois et une deuxième fois ici. Si on rebondit encore un tout petit peu, on va voir qu'à ce niveau-là, on avait un order block sur ce niveau ici, prise de la liquidité, du sell side liquidity avec cette bougie qui est là. Et n'oubliez pas, on a donc un marché qui peut potentiellement venir réagir dans l'order block avant de partir, mais ici, ce n'était pas le cas. Des prix avaient bougé un peu à la hausse et nous avaient laissé ces swing low ici qui pour nous est un sell side liquidity et on a la bougie qui récupère la liquidité sur ces sell side liquidity et après on a une impulsion haussière qui a effectué une cassure de la structure. Alors cela va porter maintenant notre attention sur ces niveaux qui est ici. C'était pas un order block pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien évidemment cette règle qui n'avait pas été bien respectée. Et comme vous pouvez le constater, on avait bien évidemment pris ce sell side liquidity, order block qui est ici, mais cet order block n'était pas encore valide du fait que les marchés n'avaient pas encore effectué une cassure de la structure à ce niveau-là. Et les niveaux des structures vont être repérés bien évidemment grâce aux swing points. Donc, cet OB ici, on ne l'aurait pas sûrement tradé parce qu'il n'y avait pas cassure de la structure, mais celui-ci, il était solide car comme vous pouvez le voir, après sa création, on a impulsé pour venir casser la structure et on est revenu dans l'order block. Mais regardez maintenant l'autre point important sur lequel j'ai voulu attirer votre attention, c'est que si vous prenez en compte uniquement l'order block, il y avait des chances que les marchés vous sortent avant de partir dans la direction que vous avez déjà anticipée. C'est pour ça qu'il est préférable de prendre également en compte cette bougie à partir de laquelle on a formé les swing low qui était cette bougie qui est là. Et on va pas non plus prendre uniquement à partir de l'ouverture de cette bougie, on va plutôt inclure aussi les plus hauts de la bougie qui est là. L'order block, c'est un des concepts les plus importants et les plus populaires des concepts ICT associés au Fair Value Gap que nous allons aborder très bientôt. Parmi les concepts les plus populaires des ICT, nous avons aussi les FVG,
pour les fair value gap. Les FVG, c'est tout simplement un déséquilibre de prix qui est créé lorsque les marchés se déplacent trop vite dans une certaine direction. Et lorsqu'on a un marché qui a impulsé beaucoup trop rapidement, on a souvent ce qu'on va appeler un déséquilibre. Et ICT a appelé ça les FVG. On va distinguer deux types de fair value gap, notamment les BC et les CB. Avant de parler du BC ou du CB, voyons d'abord c'est quoi les fair value gap. Alors, un fair value gap, pour parler de ça de façon pratique, on va retenir que c'est une pattern à 3 bougies. Vous ne pouvez pas parler du fair value gap si vous n'avez pas 3 bougies en face. Pour illustrer cela, on va prendre par exemple ces 3 bougies baissières. Et ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de regarder les sommets et les bas de la première ainsi que de la troisième bougie. On va donc comparer les bas de la première bougie et les sommets de la troisième bougie. Et si on se rend compte que leurs mèches, ou bien leurs ombres ne se collent pas, ou bien ne se chevauchent pas, à ce moment-là, on conclut qu'il y a un déséquilibre, ou bien il y a une imbalance, ou un fair value gap. Et comme ça, ici, en regardant les bas de la première bougie et les sommets de la troisième bougie, c'est vide ici, c'est ce qu'on va appeler les fair value gap. Donc, si on avait un cas de figure comme ça, par exemple, là, la conclusion est telle qu'il n'y a pas de fair value gap, puisque les sommets, du moins les bas de la première bougie et les sommets de la troisième bougie se chevauchent. À ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de gap, ou il n'y a pas de vide, tout simplement. Fair value gap, ça veut dire vide. Donc, si on retourne à ce qu'on avait avant comme cas de figure, ici, la conclusion, c'est que notre fair value gap, c'est cet espace. De la même façon, pour un marché qui évolue à la hausse, on n'a qu'à prendre 3 bougies au hasard. Par exemple, cette première bougie ici, la deuxième et la troisième bougie. La question, c'est de savoir, entre les sommets de la première bougie et les bas de la troisième bougie, est-ce qu'il y a un fair value gap? Est-ce que les mèches se chevauchent ou pas? Si les mèches ne se chevauchent pas, ça veut dire qu'il y a un fair value gap. Donc, le sommet de la première bougie, qui est ici, et les bas de la troisième bougie, cet espace qui est là-bas, c'est ça, ICT appelle les fair value gap. Et les fair value gap, ça va être important parce que c'est un déséquilibre qui a été laissé sur les marchés et ICT suggère que ce déséquilibre-là va être comblé tôt ou tard. Donc plus tard, on reviendra pour combler ce déséquilibre et potentiellement partir dans le sens inverse. Et ça serait beaucoup plus solide si on a un order block. Donc, c'est une confirmation tierce qu'on peut appliquer à ces order blocks que nous voulons prendre en considération. Alors, on a parlé des FVG et pour une tendance baissière et pour une tendance haussière. Maintenant, on va essayer de faire la différence entre les FVG haussiers et les FVG baissiers parce que ça peut porter des noms qui sont différents. Donc, avant de partir sur les types de fair value gap, on va voir qu'ici, on avait un autre fair value gap ici. Ici, par contre, il n'y avait pas de fair value gap, bien que c'est un exemple que j'ai dessiné moi-même. Donc, la mèche de la première bougie, si on prend cette bougie, c'est comme la première, celle-là comme la deuxième et celle-ci comme la troisième. On voit bien que les sommets de la première bougie et les bas de la troisième bougie se chevauchent. Donc, il n'y a pas de FVG. Ici, par contre, donc, on n'avait pas de FVG. Par contre, si on prend cette bougie ici, comme la première bougie, celle-ci comme la deuxième et celle-là comme la troisième, on voit très bien que les sommets de la première bougie, qui est là, ainsi que les bas de la troisième bougie, qui est ici, il y avait un déséquilibre. Il y avait un gap ou une imbalance. À ce moment-là, conclusion, c'est un fair value gap. Alors, faisons la différence entre les types de fair value gap qu'il y a sur les marchés, notamment les BC et les CB. Premièrement, les BC ou les buy-side imbalance, sell-side inefficiency, c'est tout simplement une inefficience ou bien un déséquilibre des marchés créé lorsque les acheteurs dominent sur les vendeurs.
Pour illustrer l'explication sur les BC, on va simplement comprendre que les BC se produisent lorsqu'on est dans un marché haussier. Parce que ce sont les acheteurs, comme on l'a vu dans la définition, qui vont exercer une forte pression et qui vont créer un déséquilibre. Donc, on a tout simplement des fair value gap créés par les acheteurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un buy-side imbalance. Imbalance, ça veut dire déséquilibre ou bien FVG. Buy-side imbalance, donc créé par les acheteurs. Et puis sell-side inefficiency, parce que les vendeurs, ils étaient inefficaces. Ils n'étaient pas vraiment trop présents. Du coup, là, on a les fair value gap du type BC. À ce niveau aussi, on avait donc un BC. Le deuxième type de fair value gap, c'est les CB, ou bien les sell-side imbalance, buy-side inefficiency. Vous le comprenez très bien, sell-side imbalance, ça veut dire c'est une imbalance qui signifie déséquilibre encore. Donc, ce déséquilibre-là a été créé dans un marché baissier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sell-side imbalance. Donc, sell-side imbalance, buy-side inefficiency, ça veut dire que les acheteurs n'étaient pas vraiment forts ou ils étaient pas seulement présents dans ce type de tendance-là. Donc, c'est comme ça que nous allons comprendre que dans ces marchés qui étaient baissiers, dans lesquels on avait ces fair value gap ici, ces fair value gap avaient été créés par les vendeurs. Donc, on avait un fair value gap qui s'est créé dans un marché baissier ou un sell-side imbalance, tout simplement. Et donc, ici, on avait les CB. Sell-side imbalance, ça veut dire déséquilibre créé par les vendeurs et les acheteurs n'étaient pas présents. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un buy-side inefficiency. Donc, les acheteurs, ils étaient inefficaces. Donc, ici, on avait un CB. On avait tout simplement un fair value gap de type CB. Voyons quelques exemples sur les graphiques pour illustrer ces cas de figure. Comme on a compris, les fair value gap, c'est une pattern à 3 bougies. Donc, on va prendre 3 bougies. La première bougie ici, la deuxième et la troisième. Et on va regarder au niveau de la mèche de la première bougie et la mèche inférieure de la troisième bougie. L'idée, c'est de savoir est-ce que ces deux mèches-là se chevauchent ou pas. On voit bien qu'il y avait un vis. Et ça, là, c'était un FVG. Et pour être beaucoup plus spécifique, ce FVG avait été créé dans un buy-side, dans un marché haussier. Donc, c'était un buy-side imbalance, un déséquilibre haussier. Et puis, sell-side inefficiency, pour dire qu'il n'y avait pas efficacité du côté des vendeurs. De la même façon, ici, on avait un fair value gap. Il suffisait de prendre une, deux et 3 bougies. On regarde au niveau de la mèche de la première bougie ainsi que la mèche de la troisième bougie qui était là. Et là, on voit qu'il y avait un fair value gap. En tout cas, du moment que les marchés descendaient, et par la suite, des prix étaient venus combler ces fair value gap. Donc ici, on n'a plus de fair value gap. Par contre, à ce niveau ici, regardez très bien, on avait un fair value gap ici qui n'avait pas été comblé à 100%. Je crois qu'il a déjà été comblé. Ouais, il a déjà été comblé. Du coup, il n'y a pas de fair value gap ici. Et regardez, ici, on avait un BC à ce niveau-là. Et il n'existait plus car les marchés l'ont déjà comblé. Par contre, à ce niveau-là, regardez, on a ces BC qui est là. En tout cas, en considérant la première bougie ici, la deuxième et la troisième, qui est cette petite bougie rouge là. On voit bel et bien qu'il y a encore un gap qui n'a pas été comblé sur ce niveau-là. Et ça, c'est un buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Donc, BC. Il peut être vraiment solide d'associer les BC et les CB à des niveaux d'order bloc pour plus de confirmation. Par exemple, sur cet order bloc, là-bas, on voit bel et bien qu'il y avait en plus un fair value gap, donc une chance que les prix reviennent dans cet order bloc, dans l'objectif également de venir combler les déséquilibres qu'il y avait sur les marchés, car
tôt ou tard, les prix doivent combler les déséquilibres ou bien les FVG. Maintenant qu'on a compris c'est quoi les swing points, c'est quoi les sell side liquidity, c'est quoi les buy side liquidity, c'est quoi l'order block, c'est quoi les fair value gap, parlons alors de la structure du marché qui ICT appelle market structure. La structure du marché représente la façon dont les prix se déplacent à travers le temps. Et lorsque les marchés se déplacent, soit il va évoluer en tendance haussière en format des sommets qui sont de plus en plus hauts, qu'on appelle des higher high, ou soit des sommets de plus en plus bas lorsqu'on est dans une tendance baissière. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, on va donc avoir des sommets et des crêts qui sont de plus en plus hauts. Et à ce moment-là, on va donc parler des higher high et des higher low. Et lorsqu'on est dans une tendance baissière, on va avoir des sommets qui sont de plus en plus bas et des crêts qui sont de plus en plus bas. Et à ce moment-là, on va parler des lower high et des lower low. Voyons cela avec une petite illustration pour comprendre le fonctionnement derrière la structure du marché. Là, on est dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir clairement, mais le plus important, c'est de pouvoir identifier avec efficacité cette tendance. Et ICT nous permet de le faire. Bien que par après, on va comprendre que lui aussi, il a eu à faire appel à des concepts qui existaient déjà, ce qui n'est pas mauvais en soi. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a des sommets, un sommet, un sommet, un sommet, un sommet. Et si on regarde bien, ce sommet qui est là, il est plus bas que les précédents sommets. Pareil pour ce sommet, lui aussi, il est plus bas que les précédents sommets, et ainsi de suite. Dans ces marchés, on a donc des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on va appeler des low high. Donc ici, on avait un high pour commencer. Et après, on a un autre high. Et là, à ce niveau, on avait un lower high. Donc, dans cette tendance, on va comprendre qu'on était en train de descendre. Et le fait que nous descendions, nous avons donc des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle en anglais des lower high. Et en bas, si nous regardons bien, nous avons des crêts ou des bas qui sont de plus en plus bas. Nous allons appeler ça des lower low. On peut symboliser avec lower high comme ça pour des sommets et on va symboliser aussi avec lower low. Donc là-bas, on est bien d'accord qu'ici, on avait ces bas qui est ici, qui est en low. Et après, on avait un lower low. Donc concrètement, cette tendance baissière était représentée par des sommets et des crêts qui sont de plus en plus bas. Et vous savez déjà comment on identifie les sommets ou bien les swing points. C'est tout simplement en regardant s'il y a une bougie à droite et une bougie à gauche. Et la bougie du milieu a les sommets les plus hauts que la bougie de gauche et la bougie de droite. Ou bien si c'est en bas, donc vous regardez si la bougie du milieu a les bas les plus bas que la bougie de gauche et la bougie de droite. C'est la même chose pour une tendance haussière. Dans celle-ci, par contre, nous allons remarquer que nous avons des sommets qui sont de plus en plus hauts. Par exemple, ce sommet ici, comparé à ce sommet qui est là, on voit bien que le prochain sommet qui s'est formé, il est plus haut que le précédent, donc la tendance, elle est haussière. Donc, on avait un high ici, un low ici, et on voit bien que le prochain sommet qui s'est créé, il est plus haut que les précédents sommets. Donc, c'est un higher high là-bas. Par contre, si on regardait bien ces sommets, il n'était pas plus haut que les sommets qui a été créé précédemment. C'est ce que nous allons appeler l'effet le swing et nous allons aborder ça tout de suite. Alors, dans une tendance, il peut y avoir des irrégularités et c'est ce que ICT va appeler les failure swing
Et parfois aussi, lorsqu'on n'a pas eu de failure swing, ça veut dire qu'on a eu des non-failure swing. À ce moment-là, donc, on a eu une tendance qui a évolué comme d'habitude. Alors, c'est quoi un failure swing et c'est quoi un non-failure swing? Pour commencer, un failure swing, c'est lorsqu'on a un sommet ou bien un cré qui s'est produit et qui n'arrive pas à continuer la tendance. Donc, on n'arrive pas à casser les sommets ou bien les crés qui s'étaient précédemment créés. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle les failure swing. Un exemple avec les failure swing pour les deux types de tendances que nous pouvons avoir sur les marchés. Dans cette tendance haussière, on remarque que à ce niveau ici, on avait des sommets qui étaient réguliers, des swings qui étaient réguliers. On a un swing high ici, un swing low ici. Les marchés qui décident d'évoluer à la hausse en nous créant les prochains swing high qui est plus haut que les swing high précédents et les swing low qui s'est créé à nouveau, il est plus haut que les swing low précédents. Donc la tendance haussière est bien respectée. À ce niveau ici, par contre, ce que nous allons remarquer, c'est que ces sommets qui viennent de se créer ici, ils n'arrivent pas à casser les précédents swing high. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les failure swing. De la même façon, dans cette tendance baissière, où se trouverait les swing low qui n'a pas réussi à casser les précédents swing low, on remarque qu'on l'avait ici. Et donc, c'est un swing low du type failure swing parce qu'il n'a pas pu respecter la logique. Car lorsqu'on est dans une tendance quelconque, les sommets ou les crés qui va se créer est censé break les précédents sommets. Par exemple, ici, dans une tendance baissière, pour qu'on considère que c'est un swing low solide, il faudrait qu'à chaque fois, il puisse venir break les précédents swing low. Mais en regardant ici, on remarque que les swing low qui s'étaient créés à ce niveau là-bas, il avait échoué de venir faire le break des niveau qui est là. C'est ce qu'on a donc appelé dans l'idéologie. Il s'était failure swing. Alors, vous l'aurez compris, un non-failure swing, c'est tout simplement ce swing high ou bien swing low qui a réussi, par contre, à maintenir la cassure du swing clé qui était précédent. Et pour illustrer cela, on va revenir à notre petit dessin. On va voir qu'à ce niveau ici, on a effectué un break de ce swing low qui est là. Donc ici, on avait un non-failure swing, un swing low qui a respecté la logique. À ce niveau ici, on a un autre non-failure swing. Là, on avait un failure swing, comme on a compris. Et ici, on avait donc aussi un non-failure swing. De la même manière, dans cette tendance haussière, on avait ces niveaux qui est là et ces niveaux qui est là qui étaient des non-failure swing parce qu'ils étaient venus faire les breaks des précédents swing points qui étaient laissés sur les marchés sans aucun problème. Ici, on avait donc ces failure swing qui étaient là. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts ici n'ont pas été créés par ICT. C'est la raison même pour laquelle au début de la vidéo, j'ai dit que ICT n'a pas inventé les marchés. En réalité, les concepts de buy-side liquidity et les concepts de sell-side liquidity ont été développés vers le XXe siècle par Richard Wyckoff, qui est un des grands titans de l'analyse technique. Et le buy-side liquidity représente tout simplement ce que Wyckoff va appeler les bull traps. Et le sell-side liquidity, c'est ce qu'on a appelé les bear traps vers les années 1990. Les failure swing et les non-failure swing, par contre, ce sont les niveaux de secondary tests, IT, ITADS, STB ou bien les springs dans la Wyckoff schématique. J'ai fait une vidéo ultra complète sur ma chaîne ici. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez en apprendre plus sur la Wyckoff table. Les concepts des bull trap et des bear trap existaient donc bien avant ICT, comme vous venez de les comprendre, et leur origine remonte aux travaux de Richard Wyckoff au début du XXe siècle, à travers les notions de spring, thrusts, ITADS et autres. ICT n'a vraiment rien inventé de tout ça. Par contre, il a structuré et il les a renommés et il les a donné une vraie organisation afin que nous puissions comprendre
comment tous ces concepts-là se chevauchent. Le mal dans tout ça, c'est qu'il s'est approprié les concepts, ce qui n'est pas du tout bien, mais on doit avouer qu'il nous avait vraiment facilité à comprendre parce que lui, il a réussi à organiser tout ça, les structurer et surtout les mettre ensemble pour que nous puissions les utiliser étape par étape. Nous ne pourrons pas parler de la structure du marché sans pour autant parler du market structure shift. Le market structure shift, c'est un concept ICT et il représente simplement la première cassure valide de la structure contre la tendance qui était en cours. Par exemple, on était en train de monter et du moment que les marchés cassent la structure à la baisse pour la première fois, alors on parlera du market structure shift. Il est important de signaler que les market structure shifts ne peut exister que s'il y a d'abord eu liquidity grab. Plus tard, on va parler du liquidity grab, mais pour l'instant, allons voir ce que c'est que les market structure shifts. Donc, dans un marché aussi, on va avoir le market structure shift qui se produit quand les prix cassent les derniers high. Et dans un marché baissier, le market structure shift se produira lorsque les prix cassent les derniers lower high. Voyons le fonctionnement du market structure shift dans ces tendances à la base qui était baissière. Là, on avait des sommets et des crêpes de plus en plus bas. Donc, on avait des lower high et des lower low. À un moment donné, on va estimer qu'il y a market structure shift, ou bien casseur de la structure, à partir du moment où cette tendance n'est plus respectée. Comme par exemple ici, où on était venu casser la structure. Mais il est important de signaler que le market structure shift se produit et est valide lorsque c'est swing point qui a conduit à la cassure du market structure shift a pris une liquidité. Par exemple, c'est sell side liquidity, très important. Ici, par contre, comme vous pouvez le voir, on avait une cassure de la structure, puisqu'à la base, on vient d'une tendance haussière. Et à ce niveau ici, au lieu de continuer à la hausse, on a ce niveau qui est venu casser la structure. Mais attention, cette cassure de la structure n'est pas vraiment solide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu liquidity grab. Il n'y a pas eu prise de la liquidité au niveau du buy side liquidity. Donc, on doit vraiment faire attention avant de conclure qu'il y a market structure shift, de s'assurer que le niveau là qui est venu break la structure, c'est swing high ici, on s'assure qu'il a pris un niveau de liquidité. Ça veut dire un buy side liquidity ou bien un sell side liquidity. Pour revenir à cette tendance baissière qui était en place, conclusion, à partir de la cassure de ce niveau qui est là, on a un marché qui est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir, on avait un sell side liquidity ici qui s'est fait grabbed, qui s'est fait prendre. Et à ce niveau, on avait donc un order block avec la formation de ce nouveau swing low et qui a conduit à la cassure de la structure ici. Ça fait que cet order block devient valide et la tendance qui se met en place devient elle aussi valide parce qu'on a cassé un swing important. À partir donc de ce niveau ici, on a mis en place une tendance qui est devenue cette fois haussière. Et on va observer son évolution ainsi que sa potentielle fin. Donc ici, on a eu un sommet et un creux. Et on constate que les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. Donc, on a des high et on a aussi des high low, ce qui est caractéristique d'une tendance haussière. Et ce que nous pouvons observer par la suite, c'est qu'à partir de ce niveau ici, on a le marché qui est venu prendre ce niveau qui est là, qui est un buy side liquidity et qui a conduit par la suite à la cassure de la structure qui était en place. Puisqu'on est d'accord que c'est l'eau ici représentait un niveau de structure important parce qu'il a aussi conduit à la cassure de la structure ici. Et on pouvait espérer pour que la tendance haussière reste en place, que les marchés continuent à la hausse sans pour autant venir casser ce niveau qui est là. Donc à ce niveau ici, on avait ce qu'on va appeler les market structure shift.
De la même façon, ici aussi, on avait donc un market structure shift. ICT insiste sur le fait qu'on ne peut pas avoir un market structure shift s'il n'y a pas eu de liquidity grab. Ce qui va nous pousser donc à parler du concept de liquidity grab, bien qu'on a évoqué les basiques ou bien les fondements de ces conceptions-là. Revenons un tout petit peu à la logique de la notion de liquidity grab. Et liquidity grab, c'est tout simplement pour dire prise de liquidité. Où est-ce qu'on peut prendre la liquidité? C'est sur des buy-side liquidity ou bien sur des sell-side liquidity. Et le liquidity grab concept va un peu plus loin parce qu'il ne va pas s'agir tout simplement de la prise de liquidité sur les sell-side liquidity ou les buy-side liquidity. Il va aussi s'agir de piéger les traders qui vont trader les caissiers. Par exemple, les traders qui ont mis des buy stop sur un swing high et qui espèrent que si jamais on casse le swing high, c'est que le marché va partir à la hausse et ils estiment qu'à partir de là, donc, ils devraient entrer en position et donc, ils placeront leur position en attente afin que les marchés viennent les déclencher et qu'ils continuent à la hausse. Mais ce qui va se passer, c'est que du moment que le marché ou les prix a effectué la prise de liquidité sur un swing point, il va alors inverser dans le sens contraire et donc toutes ces personnes qui avaient mis leur stop loss là-bas. Les stop loss ont été touchés, ainsi que celles-là qui avaient mis des positions en attente. Les positions en attente ont été activées, mais le marché ne va jamais partir dans leur sens, ce qui devient une double manipulation. Important, comme on l'a vu, les MSS n'est valide que si on a un liquidity grab qui a commencé et qui va conduire par la suite maintenant à la rupture de la structure qui était en place. Et les MSS par la suite maintenant confirment le changement de la tendance. Et revenons encore à notre petite illustration pour comprendre cela. Si nous faisons un petit retour sur ces graphiques où on avait un marché qui évolue en tendance haussière, là, il est important de signaler donc qu'on va espérer avoir un vrai market structure shift à partir du moment où les prix se décident de venir prendre la liquidité qui est sur ces buy-side liquidity qui est là. Parce que ça, là, c'est un fail swing. Et le fail swing renforce la liquidité. Et nous allons pouvoir développer ça beaucoup plus en profondeur avec la notion de Wyckoff schématique parce que c'est lui qui avait développé davantage ces concepts. Lui, il appelle ça les tests. Au lieu de tout simplement continuer la tendance et qu'on remarque que les marchés viennent tester les précédents sommets, par exemple celui-ci, Wyckoff va parler du test. Il va espérer qu'il y ait des prises de liquidités et c'est à ce moment-là qu'il va parler maintenant des lap trusts et après, potentiellement, on peut avoir lap trusts after distribution. J'ai fait un cours ultra complet sur la Wyckoff schématique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne. Donc, après avoir récupéré la liquidité ici, il y a des chances maintenant que les marchés fassent un vrai shift à ce niveau-là. Et à ce niveau, donc, on pouvait parler du MSS. Très important. Donc, la suite maintenant, à chaque fois qu'on va casser un niveau important, donc un swing high ou bien un swing low, on va parler de BOS. Mais il est important de retenir que lorsqu'on casse la structure pour la première fois, on parle du market structure shift. Il y a énormément de choses à apprendre sur cette notion de market structure shifts et liquidity grab et nous entrons beaucoup plus en détail dans les programmes d'accompagnement. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur nos programmes. Premium and discount. C'est un concept tout aussi important que tout le reste et nous allons voir les fonctionnements et comment est-ce que nous pouvons les combiner à tous les concepts précédemment développés. Le concept de premium et discount permet de savoir où acheter et où vendre sur les marchés. Et pour répondre à cette question, on va donc acheter en discount zone et on va vendre en premium zone.
Comment fonctionne le concept? On va voir ça sur un exemple pratique. À ce niveau ici, on avait donc c'est sell-side liquidity qui a été grabbed. Et là, on a la formation de cet order block après la cassure de la structure qui était à ce niveau-ci. Mais pour comprendre le fonctionnement des premiums et discounts, on va devoir parler également des dealing range, qui est aussi un concept ICT qui nous permettra de mettre en évidence les ranges ou les niveaux des prix qui sont importants afin de pouvoir mettre en évidence la zone premium ou bien la zone discount. Alors, le dealing range, c'est tout simplement l'intervalle qu'il y a entre un sommet significatif et un bas significatif. Et pour le faire, on va donc faire appel toujours au concept des swing points. Donc, on avait un swing point à ce niveau ici. Et après, on voit bien qu'après la création de ces swing points, qui a même conduit à la création de cet order block, bien, robé comme ça. Par la suite, on a un marché qui a impulsé jusqu'à ce qu'on a pris la liquidité qui est sur un buy-side liquidity à ce niveau-là. Une fois qu'on a récupéré cette buy-side liquidity, après formation du swing high, ce qu'on va savoir après qu'on a au minimum 3 bougies, une bougie, une deuxième et une troisième ici, on voit bien qu'il y a un sommet avec ces 3 bougies qui est sur cette bougie du milieu. Donc, on avait un swing high ici. Là, maintenant, on va avoir la possibilité de délimiter un dealing range. Et notre dealing range a le trading range inférieur qui est là. Et on a les ranges supérieurs qui se trouvent à ce niveau-ci. À partir donc du moment où les marchés s'est mis à retracer, ça veut dire qu'on a créé un swing high pendant qu'on est en train d'impulser. La question, c'est de savoir si ce retracement va aller jusqu'où. Et où est-ce qu'on voudrait être sûr que les marchés veulent vraiment partir? Dans quelle zone? Et ce concept maintenant de premium et discount va nous permettre d'ajouter une confirmation supplémentaire à ce que nous pouvons avoir comme order block ou bien fair value gap. Donc, vu qu'on venait de casser la structure à la hausse, comment est-ce qu'on va tracer l'outil Fibonacci pour qu'on puisse délimiter la zone premium et la zone discount? Il va tout simplement falloir placer les fibos du bas vers le haut. Les plis hauts du fibo vont être placés sur les trading range supérieurs et les bas du fibo vont être placés sur les trading range inférieurs vu qu'on venait d'une tendance haussière. Donc, il fallait tracer les fibos du bas vers le haut. Au niveau de l'interprétation, maintenant, on va voir que les prix a retracé jusqu'en dessous des 50%, donc dans la zone discount. Et là, on a les prix qui a réagi sur cet order block ici avant de repartir à la hausse. Order block qui aurait pu servir d'une confirmation supplémentaire pour prendre cette entrée. Voyons un autre exemple, toujours avec ces dessins. Ici, par contre, on était dans une tendance baissière. On impulse à la baisse pour venir casser la structure ici et nous on attend qu'il y ait formation d'un swing low pour être sûr qu'il y a un retracement aussi qui va se mettre en place. Et là on avait notre swing low et une fois que le swing low a été formé à ce niveau ici, on a notre dealing range qui est alors bien délimité à partir donc de ces sommets qui étaient là et de ces nouveaux crêts qui viennent de se former. On est donc dans une tendance baissière et l'outil va être tracé du haut vers le bas. Lorsque le marché se met à retracer, on voit bel et bien qu'il va retracer jusqu'au-dessus des 50%, donc dans la zone premium. Et nous, on veut vendre dans la premium zone parce que c'est important de vendre lorsqu'on est en surachat. Donc, lorsque le prix est cher. Et là, comme d'hab, réaction sur cet order block avant de continuer à la baisse. Donc, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que les premium and discount, c'est un indicateur qui va te permettre de savoir où est-ce qu'il est préférable d'acheter ou de vendre. Attention, on ne vend pas lorsqu'on est en discount et on n'achète pas lorsqu'on est à premium. Il est toujours conseillé de vendre en premium,
donc lorsque le prix est cher, et d'acheter en discount, donc lorsque le prix est moins cher, selon ICT. Plus tard, nous allons parler de cet outil plus en profondeur et nous allons donc décortiquer les restes de ces niveaux de Fibonacci pour parler d'Optimal Trade Entry ou bien OTE. Avant d'aborder les autres concepts les plus importants de chez ICT, parlons de l'indice-MET. Généralement, avant de prendre les buy-side liquidity ou les sell-side liquidity, les marchés piègent d'abord les traders non avertis. Ça veut dire c'est là qui tradent les supports, les résistances et les trendlines. Mais pour les trendlines, on va y revenir un peu plus tard. Et ces pièges s'appellent l'indice-MET. L'indice-MET, c'est une liquidité intermédiaire qui est créée donc pour attirer des entrées prématurées. C'est là qu'ils vont se placer beaucoup trop tôt avant que les vrais mouvements ne commencent. Donc, l'indice-MET, c'est un fake low ou un fake high et ça peut être parfois une structure interne. Nous verrons ce que c'est une structure interne lorsque nous allons parler du concept des internal et external liquidity dans les prochains chapitres. Le but de l'indice-MET, c'est de forcer donc les traders à entrer beaucoup trop tôt pour qu'ils puissent positionner leur stop-loss au mauvais endroit. Nous allons aborder cela pratiquement après avoir parlé du concept de equal highs et equal lows. Alors, c'est quoi les equal highs? C'est tout simplement des sommets ou des highs qui sont formés au même niveau, ou bien presque. Et les equal lows, c'est la même idéologie, c'est donc des traits qui sont formés au même niveau, ou presque. Vous l'aurez compris, les equal high et les equal low, c'est ce qu'on a appelé précédemment des buy-side liquidity. Et les equal low, c'est ce qu'on a appelé des sell-side liquidity. En gros, si c'est un sell sommet ou un sell high, c'est toujours un buy-side liquidity. Si c'est un low, c'est toujours un sell-side liquidity. Mais lorsqu'il y en a deux, ça devient encore une liquidité très pertinente. Voyons quelques explications sur les graphiques pour illustrer ces concepts. Sur euro-dollar, on avait ces equal high qui étaient visiblement à ce niveau ici. Et comme on l'a vu, ce ne sont pas forcément des sommets qui sont égales. Ça peut être presque égal et c'est ce qu'on va appeler des relative equal high. Parce que c'est pas vraiment très égal. Donc ici, on avait des equal high, des sommets qui étaient presque au même niveau. Et en descendant, on voit également qu'à ce niveau ici, on avait des equal high. Ici, ces sommets et ces sommets qui est là. Pareil à ce niveau ici, on avait des equal high. De la même façon, sur ce niveau ici, par contre, on avait des equal low qui étaient très pertinents. Et le point commun entre tous les equal high et les equal low, c'est que par la suite, il va y avoir une prise de liquidité, ce qu'on a appelé précédemment un liquidity grab. Donc, on voit bien et bien qu'ici, on est venu effectuer un liquidity grab sur ces equal low. Et là, on a piégé toutes les personnes qui avaient essayé d'acheter sur ces niveaux de support qui est là. De la même façon, prise de liquidité sur ces equal high qui étaient là. À ce niveau, c'est la même chose également. Maintenant, ce que vous devez mettre en tête, c'est que généralement, avant que les marchés effectuent une prise de liquidité sur les equal high ou les equal low, on va mettre en place ce qu'on appelle l'indice-MET. Et l'indice-MET, comme vous l'avez compris, c'est tout simplement une incitation. On va inciter les traders à vendre sur les equal high ou bien à acheter sur les equal low. C'est là qu'ils vont voir une résistance ou bien des niveaux de support et qu'ils vont se dire que il y a des chances que les marchés descendent à ce niveau ici. Comme ici, regardez, on a une réaction et après, on a formé des bougies englobantes. Et là, sûrement, il y en a qui sont entrés en position pour short ici. Et tous, les stop loss, ils étaient sur ces niveaux de résistance. Par la suite, alors, on a les composite man qui va impulser à la hausse pour venir chercher tous ces stop loss sur ces niveaux. Pareil ici, on va inciter les traders à vendre avec des clôtures des bougies englobantes, par exemple, surtout lorsqu'on est à lower time frame et qu'on sait qu'on est sur un niveau de résistance. On avait la résistance qui a été formée à partir de ces deux points, donc des equal high.
Et là, lorsque les marchés arrivent sur ces niveaux pour la troisième fois, potentiellement, les traders vont attendre de shorter à ce niveau-là. Nous, on est en daily pour cet exemple. Mais si on était, supposons, en 5 minutes ou 15 minutes, voire même 1 heure, il y avait des confirmations avec une bougie baissière englobante qui aurait incité ou induit les traders en erreur. C'est ça qu'on appelle l'indice-ment chez ICT. Ici, par contre, c'était pas vraiment visible, il n'y avait aucun signe, mais si on était à plus petite unité de temps, on aurait constaté qu'il y avait un inducement forcément pour inciter les traders à acheter ces niveaux-là. L'indice-plant, il ne s'agit pas simplement des clôtures des bougies, il peut s'agir aussi d'une fausse cassure de la structure qui va se mettre en place afin d'inciter les gens à se placer prématurément. Donc, on va créer une petite structure en 5 minutes, par exemple, une structure haussière, et là, les gens vont se mettre à acheter, mais c'était pas encore trop tôt parce que nous, on estime que la liquidité qui a sur ces écoles doit être récupérée. Et c'est du moment qu'on a pris la liquidité qu'on va être bon pour commencer à acheter en mode safe. Alors, on ne va pas parler de la liquidité ou des equal high, equal low sans parler d'un concept très important chez ICT qui est les displacements. Les displacements, c'est un mouvement impulsif très fort qui crée un déséquilibre et qui révèle l'intervention des institutions. Ça veut dire que lorsqu'on a pris la liquidité, par exemple, on va observer que le marché part avec une forte pression. ICT appelle cela les displacements. À quoi sert les displacements? Il sert à confirmer que la liquidité qu'on a récupérée a été utilisée. Le displacement peut aussi nous permettre, comme on l'a compris bien avant, de savoir si les institutions sont entrées. Et après, le displacement va surtout nous permettre de savoir qu'il y a un fair value gap à ce niveau là-bas. Mais en dernier, et non des moindres, le displacement va nous permettre de savoir qu'il y a eu un market structure shift très solide. Car lorsqu'on vient effectuer une cassure de la structure avec une mèche, ça s'appelle tout simplement une prise de liquidité. Mais lorsqu'on vient casser la structure avec des bougies à forte pression, généralement, c'est un changement de tendance. Nous avons compris ça avant, c'est les market structure shift. Sans les displacements égale pas de solides confirmations de la part d'une liquidité qui a été prise ou bien d'une structure qui a été récupérée ou bien d'un fair value gap qui va vraiment nous intéresser. Voyons cela avec les graphiques pour comprendre le fonctionnement du displacement. Là, sur ce niveau ici, on remarque qu'il y avait une prise de liquidité de ces sell-side liquidités. Et là, on a récupéré donc ces equal low. Et là, on a la bougie qui a pris la liquidité de ces swing low qui est là, qui est notre order block. Et on va combiner ça avec les swing low pour en faire une zone. Et par la suite, après avoir récupéré cette liquidité, on voit bel et bien que les marchés viennent effectuer une cassure de la structure BES ici, et ce qui va nous confirmer que la liquidité qu'on a récupérée ici a bel et bien été utilisée. C'est ce displacement ici. On voit bien que les bougies étaient à forte impulsion. Ça veut dire que les institutions se sont placées massivement. L'algo s'est placé massivement après qu'on a récupéré cette liquidité qui est là. Cela confirme donc que cette liquidité a été utilisée et cela nous confirme qu'on a effectué un changement de structure solide avec la cassure de ce niveau-là, qui est le market structure shift, lorsqu'on casse la structure pour la première fois. Si on observe très bien cette tendance, on remarque qu'on avait un sommet ici et un creux qui était là, donc sommet à ce niveau ici, et on avait un creux à ce niveau ici, et on avait encore un creux à ce niveau ici, et un sommet à ce niveau-là. Pour être plus pertinent, on aurait pu conclure que ces niveaux ici n'avaient pas vraiment cassé la structure, on avait juste effectué une prise de liquidité. La cassure de la structure doit s'effectuer avec une bougie qui a clôturé en dessous de ce niveau ici avec le corps, pas avec une mèche. Sinon, c'est juste un liquidity grab. Donc, ces niveaux à l'intérieur ici, on ne va pas les considérer comme des niveaux de structure pertinents parce que ce pas des niveaux qui étaient venus break la structure comme l'avait fait. Par contre, ces niveaux qui est là,
Ça, c'était un niveau solide de structure et lui, c'était un niveau de structure solide. Donc, on avait notre dealing range qui était entre ces niveaux et celui-ci. Et du moment qu'on vient effectuer la cassure de ce niveau qui est là, on va estimer qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les market structure shift. Et donc, on avait un market structure shift ici. Et regardez, la prise de liquidité de ces niveaux qui est là avait bel et bien été utilisée pour venir break la structure à ce niveau ici. Et les bougies qui ont marqué la cassure de ces niveaux, c'était des bougies à fort momentum. Donc, on avait la présence de ce qu'on va appeler les displacements. Il y avait donc ce displacement ici, du moment qu'on a break cette tendance qui était à ce niveau-là. Celle-ci nous confirme que la liquidité récupérée ici en bas a été bien utilisée et que les institutions étaient bel et bien présentes pour créer cette tendance haussière. Et ce qui a conduit à toute cette montée. De la même façon, on avait un displacement à ce niveau ici avec ces grosses bougies qui étaient intervenues. C'est là après qu'on a récupéré bien évidemment ces niveaux qui est là. Prise de liquidité de ces niveaux qui est là, impulsion, cassure de la structure, retracement, et impulsion. Si on essaie de faire un petit breakdown, vous allez comprendre avec moi qu'on avait donc ces niveaux ici qui étaient récupérés, ces swing low, ces taux de bloc qui étaient là, c'est long, c'était. Mais moi, je vous conseille toujours d'inclure aussi les swing low, de citer toute la bougie. Et donc, après cela, on a une impulsion à la hausse, ce qui fait que le bloc est valide après qu'on a cassé ces niveaux qui est là. Et le retracement qui va être effectué, regardez, là à l'intérieur, on a un niveau de structure qui va être créé, mais qui ne vient pas break la structure. Donc, c'était un failure swing. Et les failure swing, ce sont des niveaux de liquidité importants. Et après qu'on a récupéré la liquidité qui est sur ces failure swing, et comme vous pouvez le voir, on avait même création des equal low. On a alors impulsé à la hausse avec cette expansion haussière qui était en displacement pour nous montrer qu'après qu'on a récupéré cette liquidité, il y a eu présence dit composite man ou bien des institutions. Nous allons entrer beaucoup plus en détail, en profondeur, au fur et à mesure que nous avancerons loin dans les concepts. Comme ça, on sera en train d'imbriquer à chaque fois chaque concept dépendamment des autres. L'un des concepts les plus importants encore, c'est la liquidité interne et la liquidité externe. Selon ICT, la liquidité interne, c'est l'effet value gap et la liquidité externe, ce sont les autres stops, ça veut dire les buy stop et les sell stop, ainsi que les stop loss qui ont été laissés par les traders. Et où est-ce qu'on peut laisser les stop loss ou bien les buy stop ou les sell stop? C'est sur des swing points. Par exemple, des swing high ou des swing low. Les marchés se déplacent de la liquidité interne à la liquidité externe, selon ICT. Et il sera important de comprendre cette relation dépendamment des unités de temps que vous êtes en train d'utiliser. Voyons cela de façon plus pratique. À la base, on a les prix qui avaient cassé ces swing low ici, en nous créant ce taux de bloc à ce niveau ici. Je précise que selon ICT Loda Block, c'est cette bougie qui a cassé les swing points, cette grosse bougie baissière qui a impulsé et qui a cassé. Mais il est important d'inclure aussi les swing low qui a été laissé par la suite. Donc, après prise de liquidité de ces sell side liquidity, on a un marché qui a impulsé à la hausse et qui a cassé la structure à partir de ce niveau ici. On remarque par la suite qu'après avoir balayé ces buy side liquidity qui est là, on a un marché qui a retracé à la baisse. Et où est-ce qu'il est parti après avoir pris la liquidité externe? Je précise tout simplement que la liquidité externe se trouve sur des swing points qui sont intéressants, qui sont bien visibles. C'est alors l'unité de temps que vous êtes en train de traiter parce que c'est un concept qui est fractal. Donc, après avoir récupéré la liquidité externe qui était sur ces buy side liquidity, on a un marché qui est parti alors chercher la liquidité interne. Et où se trouve la liquidité interne selon ICT? C'est sur ces faits value gap. Alors, pourquoi est-ce que c'est une liquidité interne? C'est tout simplement parce que si vous zoomez en plus petite unité de temps, parce que là, on est en daily,
vous allez voir qu'il y a un niveau de structure et cette structure-là, elle est incluse dans cette grosse structure. C'est pour ça que c'est une liquidité interne. Et pour repérer les liquidités internes, on va donc à chaque fois se servir des fair value gaps. De la même façon, on a les prix qui a récupéré ces buy side liquidity à ce niveau. Et on est parti de la liquidité externe à la liquidité interne qui se trouve où? Sur ces fair value gaps, qui est très important. Donc, si on zoome, par exemple, à H4, on va remarquer qu'il y a un niveau de structure à ce niveau ici. Et donc, on est venu récupérer la liquidité interne pour venir taper sur ces fair value gap qui est là. Regardez encore, on avait ces swing high ici. Le marché qui prend la liquidité qui se trouve sur ces swing high, donc c'est buy side liquidity. Et on va aller où? On va aller chercher la liquidité interne. Il est important de comprendre cette relation entre la liquidité externe et la liquidité interne. Ceci vous permet donc à chaque fois de savoir que quand on a récupéré, par exemple, un swing high comme buy side liquidity, il y a des chances que le retracement ou bien l'impulsion s'arrête sur une liquidité interne et les liquidités internes, selon ICT, c'est sur des fair value gaps. Dans cette vidéo, nous allons parler du concept ICT qui s'appelle Tettle Soup. Le mot Tettle signifie tortille et donc soupe, c'est tout simplement la soupe des tortilles. L'histoire du mot Tettle remonte vers les années 1980 et à l'époque, contrairement à la majorité des traders, Richard Dennis, qui était un trader légendaire, lui, il ne croyait pas que le trading était inné, parce que les autres pensaient qu'il fallait vraiment avoir ça comme talent pour s'en sortir sur les marchés financiers. Et après sa visite à la ferme des tortilles à Singapour, il va observer un élevage entièrement contrôlé. Les tortilles sont nées en captivité, élevées dans un environnement stable, nourries selon les règles fixes, protégées contre les dangers et développées de manière prévisible sans dépendre d'instinct ou des talents particuliers. Et Dennis fait alors les liens avec les trading et il s'est dit que si un être vivant peut être développé par un processus strict, alors un trader peut l'être aussi. Pour Dennis Richards, la performance ne vient pas du génie, mais des règles, de la discipline et surtout de la répétition. Il parle alors avec son associé William et ensemble, ils vont former un groupe de débutants à l'aide d'un système mécanique des cassiers. Ces traders, ils vont être appelés les Tettles. Et les Tettles, ou bien ces traders, ne prennent aucune décision subjective. Ça veut dire les entrées sont définies à l'avance, les risques est strictement contrôlé, la taille des positions est calculée et donc l'émotion est neutralisée par les règles. Exactement comme l'élevage des tortilles, il a dit mettre en place un système solide afin que l'émotion ne puisse donc pas avoir une grande place dans le travail des Tettles ou bien de ces traders. Donc, Dennis contrôle l'environnement du trader plutôt que l'individu lui-même. Le système fonctionne et devient célèbre, mais à mesure qu'il y a beaucoup de gens qui les copient, les comportements deviennent prévisibles. Dans les années 1990, une tradeuse du nom de Linda Rushkey observe que ces traders de breakouts se font piéger par les fausses cassières qu'elle va nommer Tettle Soup. Donc, à ce moment-là, maintenant, naît le concept de Tettle Soup, qui veut dire tout simplement soupe des tortilles. Ça veut dire là où les Tettles plaçaient leur stop loss, en réalité, c'était une soupe pour les marchés. Plus tard maintenant, ICT va venir populariser davantage le concept avec sa conception des Tettle Soup, où il va réformer donc
ces phénomènes en disant que les tetol représentent désormais des liquidités et leurs stop-loss sont volontairement ciblés par les smart money lors du liquidity grab. Voyons maintenant quelques exemples pour illustrer les concepts des tetol soup. Ici, donc, comme vous l'avez évoqué, Linda Rashke, qui est une tradeuse très connue dans l'analyse technique, on a les tetols qui normalement, après la cassure de ces niveaux, des structures, ces niveaux, ces highs là, ils devaient se mettre à acheter, comme l'avait si bien enseigné Richard Dennis. Mais par après, Linda Rashke conclut simplement que la cassure des niveaux comme ça, quelquefois, va plutôt conduire à une opportunité de retournement. Donc, on a le marché qui prend ces niveaux ici. Et au lieu de continuer dans la tendance haussière, on va plutôt inverser la tendance. De la même façon, après avoir récupéré ces niveaux qui est ici, on va inverser à la hausse. Et de la même façon, après avoir cassé ces sommets, au lieu de continuer, on va inverser à la hausse et ainsi de suite, comme ici, ou bien comme là-bas. Dans certains cas, ça fonctionne bien évidemment. Dans la majorité des cas, il est important de considérer que la cassure d'un swing, c'est une opportunité potentielle d'inverser la tendance. Donc, il est important, selon ICT maintenant, de faire attention à des niveaux de swing importants comme des swing low ou bien des swing high parce que par la suite, ça peut conduire à une bonne opportunité qu'on peut exploiter dans la direction opposée. Il est important donc de comprendre que le concept de tetol soup n'a pas été inventé par ICT comme il le dit lui-même. Il dit que c'est un concept ICT tetol soup, mais en réalité, ça ne vient pas de lui. Ça remonte vraiment de très très loin, à l'époque de Richard Dennis, et ça a même été popularisé par Linda Rashke vers les années 1990. Et par la suite, maintenant repris par ICT, où il se l'est approprié et il l'a appelé donc tetol soup. Plus tard, nous allons parler d'autres concepts ICT qui ont été vraiment populaires, comme par exemple les Judas Swing que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette formation, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.